Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue encore. Une fois, c'est lendemain de fête, mais la maladie ni même l'actualité ne dorment pas. Voici la colonne vertébrale de ce journal. L'état d'urgence assorti d'un couvre-feu a été instauré le 23 mars dernier. Ça commence à s'étirer et l'on commence aussi à avoir des relations d'habitude, notamment avec le couvre-feu. Cela peut-il déboucher sur une forme de lassitude? Nous verrons ce qu'il en est dans ce journal en tout début. Le sujet polémique a été relancé ou réactivé par le patron du Soleil, membre de la majorité. Yaham Mbaye explique qu'un vrai décret instaurant la présidence d'honneur en faveur d'un ancien président du Conseil économique existe bel et bien, sauf qu'à ses yeux, des opposants ont travesti et augmenté la réalité et un segment de l'opposition aujourd'hui a décidé d'attaquer le décret. Enfin, la chloroquine, cette molécule dont on a beaucoup parlé dans cette phase d'épidémie, a vu sa réputation détruite par la revue de référence anglo-saxonne The Lancet. C'est inefficace et même dangereux, a-t-elle conclu. L'OMS vient de la retirer de ses essais cliniques. Le professeur Raoult y voit un complot ourdi par les élites scientifiques. On passe au développement dans un instant. Et on vous l'a dit, des acteurs de premier plan sur la scène politique nationale ont théorisé donc que l'on mette fin rapidement au couvre-feu, voire à l'état d'urgence, parce que c'est en train de jouer sur l'état d'esprit global des acteurs. Et aujourd'hui, la rédaction d'ITV a décidé de donner la parole aux contribuables et aux citoyens sénégalais dont le propos et la position comptent beaucoup. Abdourahmane Di et Augustin Manda ont réalisé un reportage à ce sujet. Lendemain de fête de Korité très paisible, calme ici à Colobane. Une tranquillité dont cet habitant de la Gueule-Tapée n'a pas eu droit au-delà même de 21h. 21h, heure à laquelle le couvre-feu est censé commencer. Jusqu'à 22h, on voit des gens au dehors. À mon sens, c'est le changement qui a été apporté aux horaires du couvre-feu qui en est à la base, ce qui fait que beaucoup ne respectent plus cette mesure de sécurité. Je pense que si on l'avait laissé à 20h, les gens allaient continuer à respecter le couvre-feu. Tu vois également des gens qui sont massés chez eux avec tous les membres de leur famille. Ils peuvent être au nombre de 10 dans une même chambre. 10 personnes qu'on oblige à rester dans une chambre à partir d'une heure X. À la fin, ils vont se révolter. Pour ce Médinois, il n'y a aucun doute. Il y a bien relâchement des forces de défense et de sécurité. Des forces censées faire respecter les mesures sécuritaires définies pour contenir la propagation du coronavirus. Moi, je ne vois pas de forces de l'ordre dans les rues. Je suis une fois sorti à 22h, mais je ne les ai pas vus. Paradoxalement, ce sont des jeunes que je vois dehors en train de jouer. Et pourtant, une fois à la Médina, ce sexagénaire trouvé devant chez lui nous sert un avis contraire. Les forces de l'ordre veillent au grain. Non, les gens respectent jusqu'à présent. À 21h, tu ne vois personne au dehors. Il n'y a pas de relâchement. Parce que souvent aussi, les policiers sont tellement vigilants, ils sont tous dans le coin. Ils sont vigilants, hein? Ils sont vigilants dans le côté du couvre-feu. Parce qu'on nous dit que la Médina, il y a l'indiscipline. Mais nous, ici, le coin, là, les gosses se respectent. Parce qu'ils savent que si on les arrête, c'est leurs parents qui seront fatigués. Alors, donc, ils sont obligés de respecter. Une nécessité en tout cas aux yeux des autorités sénégalaises dans le but de limiter les déplacements et par ricochet, limiter la propagation du coronavirus. Et dans ce contexte, la politique n'est jamais loin. On va parler de la sortie
du directeur général du Soleil, M. Yakham Mbaye, donc, qui a parlé de ce décret portant honorariat sur le Conseil économique, social et environnemental. Le dit décret existe bel et bien à ses yeux, sauf que des opposants malhonnêtes, à ses dires, ont tenté d'augmenter la réalité sur les réseaux sociaux. On va suivre le papier et le narratif de Pape Alioune Sarr. Il refait encore surface le décret relatif à la création d'un honorariat aux anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental. Sa parution dans le journal hebdomadaire et officiel de la République du Sénégal avait encore attisé les critiques à l'endroit du gouvernement. Faux décret toujours pour la cellule de communication de la présidence de la République, tout le contraire pour l'opposition. Une série percutante, le dernier épisode a eu lieu hier avec comme acteur principal Yakham Mbaye, le directeur général du Soleil, comme à l'accoutumée, dément, dénonce et révèle des révélations sans doute qui vont donner une nouvelle tournure à cette affaire. Selon lui, le décret relayé sur les réseaux sociaux existe, mais le contenu est mensonger. Yakham précise que dans le décret authentique, il n'est nullement mentionné des indemnités ou des avantages octroyés à un président honoraire du Conseil économique, social et environnemental. Du nouveau alors dans cette affaire, et c'est le responsable apériste qui l'a fait savoir en brandissant des documents. Yakham se défend et défend le gouvernement certes, mais il contre-attaque également. Les deux cibles, Bassirou Diomaye Faye et Abdoul Mbaye, le porte-parole du parti Pastef, est accusé de faussaire. Oui, selon Yakham, Bassirou Diomaye Faye a usé de sa position de fonctionnaire pour discréditer le président de la République. Macky Sall, chargé également par son ancien premier ministre sur les réseaux sociaux, et pourtant, selon le directeur général de l'Astre de Hann, Abdoul Mbaye a contre-signé le décret 2013-732 le 28 mai 2013 du temps il était aux commandes. Entre décret, faux décret et vrai faux décret, les versions s'enchaînent et se bousculent les unes des autres. La brigade de cybercriminalité est en train de traquer la source pour braquer les phares sur les ondes d'ombre. Et sur le même dossier, le Congrès de la Renaissance démocratique a décidé de saisir la justice sénégalaise pour faire annuler le décret numéro 2020-976 du 21 avril accordant le statut de président honoraire à un ancien président du Conseil économique, social et environnemental. L'information est tirée d'un communiqué de la conférence de ses leaders signé par Thierno Alassane Sall, ancien ministre de Macky Sall, est devenu opposant irréductible. Le CRD dit avoir constitué un pôle d'avocats pour plaider l'annulation pure et simple parce que, à ses yeux, le décret viole la législation sénégalaise. Et un député a pris position à ce propos, c'est Théodore Monteil, qu'on va écouter, joint au téléphone par Antoine Diouf. Moi, en tant que citoyen, ayant regardé ce document, qu'il est faux, effectivement. Parce que si vous le lisez bien, vous verrez que ce décret comporte 2 articles 5, en tout cas celui qui circule dans les réseaux sociaux. Et je pense qu'un décret qui comporte 2 articles numérotés de la même façon ne doit pas être un décret authentique. Est-ce que la fausseté de celui qui circule dans les réseaux sociaux atteste qu'il n'existe pas du tout un décret 2020-964 ? Je pense que non, puisque nous avons vu un décret 2020-976 qui a été officiellement publié dans le JO spécial qui est sorti la semaine dernière et qui pointe un décret 2020-964. Ça veut dire donc qu'il y a dans le circuit un décret 2020-964 qui n'a pas été publié au journal officiel, en tout cas pas à ma connaissance. En tant que député, est-ce que vous êtes prêt à œuvrer pour qu'il y ait la lumière sur cette affaire de décret ? Absolument, il faut qu'il y ait de la lumière, d'autant plus qu'il y a une ingérence notoire de l'exécutif dans une institution constitutionnellement établie. Il est clair que l'honorariat doit être issu du règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental. Je ne vois pas pourquoi un président de la République se donnerait la liberté de nommer un président honoraire sur sa demande. Moi, en tant que député, cela me choque.
Un autre sujet de société absolument inquiétant aussi, et même plus inquiétant que celui des enfants de la rue, ce sont les enfants disparus, voire qui ont fait l'objet de kidnapping. Et une ONG basée à Dakar et qui donc s'active beaucoup dans la banlieue dakaroise en a parlé. Et c'est pour donc se féliciter de la baisse de ces enfants, du nombre de ces enfants qui sont portés tous les mois disparus. On va écouter la promotrice d'une ONG qui s'appelle Rapide Protection au micro de Migui Maram Ndiaye. On a eu énormément d'enfants perdus pendant toute la période avant le Covid. Avant le Covid, c'était pratiquement entre 4-5 enfants perdus qui étaient signalés chaque jour. Pendant la période du Covid, c'est-à-dire pendant 1 mois et demi, nous n'avons eu pratiquement pas de signalement. Mais nous ne sommes pas les seuls à ne pas avoir eu ce problème, puisque la police non plus et nos signalants n'avaient eu aucune information. Ce qui nous a posé quelques soucis et problèmes, parce qu'on se demande pourquoi. Là, il semblerait depuis quelques jours, depuis environ une 8aine de jours, que l'on recommence à avoir des signalements sur des enfants qui sont perdus. Mais surtout, ce qui nous préoccupe aussi, c'est que ce sont des enfants en très bas âge. Donc, ça peut laisser supposer que les familles sont sorties de leur maison et que les enfants font l'objet de moins de regard, de moins d'attention. L'année dernière, on avait aux alentours de 1200 signalements d'enfants perdus, ce qui est énorme sur 12 mois parce que vous voyez, ça fait 100 enfants par mois. La période la plus importante des enfants perdus a été la période des vacances scolaires. Toutes les vacances scolaires, on avait énormément de signalements, ce qui peut nous poser problème par rapport au Covid. Parce qu'en effet, les écoles sont fermées, les enfants ne sont pas accueillis. Donc, pourquoi, pendant une période de vacances, on a des signalements, pendant une période de Covid, on n'en a pas? C'est les questions qu'on doit se poser pour l'avenir. Et on va rester dans cette banlieue dakaroise où ce phénomène est très récurrent, voire absolument choquant. Reportage aux côtés de familles et de parents estomaqués et atterrés par la disparition d'un membre de la famille qui est parti sans laisser de traces. C'est un sujet proposé par Mamadou Lamine Fati. Une journée pour les enfants disparus. Ce jeune s'active dans une organisation qui s'occupe d'enfants. Sur les enfants perdus, il parle de responsabilité des parents. Pour se reposer, certains parents demandent à leurs enfants d'aller jouer dehors. Pendant ce temps, l'enfant suit d'autres personnes. Finalement, il se perd. Très souvent, ces enfants qui se perdent sont référés chez le chef de quartier. Si c'est un mineur, on le garde jusqu'à une certaine heure. Si les parents ne se manifestent pas, on l'amène à la police. C'est elle qui nous dit quoi faire. Cela fait 11 ans cette année que son enfant a disparu. Cette dame a remué ciel et terre pour le retrouver. Mon enfant a disparu aux Parcelles Assainies, à l'unité 1. Durant cette période, j'avais perdu mon père. On faisait la navette entre Parcelles Assainies et Médina Gounass. C'est quand il est parti avec un ami pour se laver chez un de mes fils, vers 17h, mais c'est vers 20h qu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas venu. C'était en 2009. En dépit de toutes ces démarches, son fils est introuvable. Quand il a disparu, on a fait beaucoup de démarches. On a commencé par voir les marabouts. Puis, on a porté plainte à la police. Perdre son enfant est difficile. Qu'il disparaît sans nouvelles est encore pire. Cette personne vit tous les jours cette angoisse. En cette journée dédiée aux enfants disparus,
Le souvenir de son enfant est encore fraîche dans son esprit. Voilà, mauvaise expérience en banlieue dakaroise, mais bon point pour ce qui concerne la délégation à l'entrepreneuriat rapide qui vient de débloquer 1 milliard CFA rubis sur ongle en faveur des producteurs et maraîchers de la vallée du fleuve Sénégal qui donc avaient été dans une sorte de mauvaise passe. Reportage à l'Etiam et Momar Khalis Niang dans la partie septentrionale du Sénégal. Les producteurs d'oignons du Fouta et du delta du fleuve Sénégal poussent un grand ouf de soulagement. Après une période très difficile caractérisée par la mévente de leur production à cause des conséquences de la pandémie du coronavirus, la délégation à l'entrepreneuriat rapide d'Air vient à leur secours en finançant à hauteur d'1 milliard les commerçants. Nous sommes vraiment contents de vous recevoir ici. Vous êtes venus nous appuyer. Nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous sommes plus que déterminés pour vous accompagner. Nous vous remercions. Cette action de l'ADER est vivement saluée par les autorités du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Ce fonds pourrait être institué et pérennisé. Ça revient à régler de manière définitive la question de la commercialisation. Je voudrais vraiment saluer cela et dire que nous, du côté du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, on ne ménagera aucun effort pour sécuriser ce partenariat. En plus de cette opération de commercialisation, l'ADER se dit également prête à aller au-delà. Comme vous voyez, tous les jeunes qui sont là, qui sont des producteurs braves, nous ont dit leurs problèmes. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de semences de qualité, ils ont besoin d'engrais, ils ont besoin de machines, de matériel. Et nous nous engageons avec la direction de l'horticulture et le ministère de l'Agriculture à les accompagner pour le financement en intrants, en semences, mais aussi en matériel agricole pour augmenter le rendement en pompes solaires et en panneaux solaires dès cette période de septembre. Cette opération de commercialisation de l'oignon va permettre à des milliers de pères de famille de retrouver le sourire. Et nous en revenons à la santé avec ce coup de grâce de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à l'encontre de l'hydroxychloroquine. L'OMS qui vient de décider de la suspension des essais cliniques avec cette molécule. C'est une décision temporaire prise par précaution, le temps que les questions de sécurité soient examinées. Tous les autres essais cliniques vont se poursuivre. L'attitude de l'OMS s'explique et repose sur la dernière étude de la revue scientifique The Lancet qui établit l'inefficacité, voire la dangerosité de la chloroquine. Et en cela, le professeur Didier Raoult a dénoncé une étude foireuse réalisée par des gens qui n'ont pas jamais vu de patients. Et c'est le momentum pour ce qui s'agit de nos correspondants, aussi bien ici à Dakar qu'en région, pour nous faire le point à leur échelle de la situation du coronavirus au Sénégal de façon globale. Nous allons commencer notre expédition par Dakar, la banlieue, avec Mamadou Lamine Fati. Bonsoir Fati. Bonsoir Hassan Gueye et bienvenue à Guédiawaye. Pour le point de ce jour, nous allons démarrer par les cas communautaires. Depuis quelque temps, vous l'avez constaté dans les points du jour du ministère de la Santé. Beaucoup de cas sont signalés venant de Guédiawaye. Et pour cette situation inquiète énormément la population qui habite Guédiawaye. C'est pourquoi dans certaines zones aujourd'hui, ce qui est plus inquiétant, Hassan, il faut le dire que certaines populations refusent de porter le masque. Dans des endroits publics, dans les marchés ou les arrêts-cars, vous voyez beaucoup de personnes qui vont sans porter de masque. C'est comme si on n'était pas en situation d'urgence ou bien comme si on n'était pas en situation de pandémie. C'est cette situation qui a valu que certaines populations ont demandé au préfet de Guédiawaye de sévir, de prendre des mesures dissuasives
pour permettre à ces populations, pour inciter ces populations à porter des masques. Depuis quelque temps, on voyait la police qui sillonnait les zones, mais hier et aujourd'hui, difficile de voir ces policiers sillonner les rues pour inciter la population à porter des masques. Cette situation de cas communautaire inquiète énormément, Hassan, il faut le dire, au niveau de Guédiawaye. Il faut dire au niveau de Ndiarème, comme au niveau de Wakhinane Nimzatt, beaucoup de cas communautaires ont été enregistrés par ces deux communes-là. C'est pourquoi certaines populations se sont organisées pour voir quelles sont les mesures pour inciter la population à respecter les mesures barrières. Une situation vraiment qui pose énormément de problèmes. Et surtout par rapport au port de masque. La population, carrément, ce port de masque-là est carrément banalisé par beaucoup de populations. Le respect des mesures barrières, il faut le dire, le lavage des mains, etc., sont vraiment des problèmes pour que les populations y respectent ces mesures-là. Aujourd'hui, le préfet, les autorités locales sont interpellées par la population pour prendre des mesures. C'était tout le point de ce jour. Je vous remercie, Hassan. Merci beaucoup, Mamadou Lamine Fati. Donc, l'information, on a compris là-bas qu'à Guédiawaye, la situation n'est pas parfaitement maîtrisée et qu'il y a encore des frasques avec les masques de protection. Nous poursuivons notre odyssée avec Thiès, la capitale du rail, avec Isidore qui va nous faire lui aussi sa propre mise au point à l'échelle régionale. Bonsoir Hassan, bonsoir à tous, bienvenue à Thiès. La région médicale de Thiès en est à 164 personnes qui sont testées positives à la COVID-19 depuis l'entrée de la maladie au Sénégal. Des cas répartis comme suit: district sanitaire de Thiès, 82 personnes, Mbour, 20 personnes, Pout, 54 personnes, Tivaouane, 2 personnes, Mékhé, 1 personne et enfin Popenguine, 5 personnes. Dans le bilan qui a été donné aujourd'hui par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, Thiès renoue avec les cas communautaires. Il faut le noter, il y a un bon bout de temps, Thiès n'avait pas de cas communautaires. Aujourd'hui, il s'agit d'un homme âgé de 62 ans qui habite dans la ville de Thiès même, selon des sources médicales. Dans ce bilan, notez également qu'il y a eu 3 personnes qui ont perdu la vie parce qu'après leur test post-mortem, il s'est avéré que elles étaient atteintes de coronavirus. Les autorités médicales continuent la sensibilisation, c'est-à-dire le respect de la distance physique, le respect également du port du masque pour que ces populations puissent échapper de la pandémie du coronavirus. Aujourd'hui, il faut noter qu'à Thiès, dans les hôtels, dans des maisons et des centres de traitement, ce sont plus de 1000 personnes qui sont isolés, qui sont en train d'être suivis par les autorités médicales. Voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne le bilan de la COVID-19 dans la région médicale de Thiès. Rappelons-le, 164 personnes sont testées positives au coronavirus dans la région depuis l'entrée de la pandémie au Sénégal. Merci beaucoup Isidore Alexandre. La région de Thiès n'est pas non plus immunisée. On va se rendre cette fois à Saint-Louis où Momar Alissignan vient de sortir des périmètres maraîchers. Momar qui va nous faire donc sa mise à jour à l'échelle saint-louisienne. Bonsoir Momar. Bonsoir Hassan Gueye, j'espère que la fête de Korité a été belle pour vous et vos proches. Par rapport à la pandémie de la Covid-19, il faudra retenir qu'au niveau de Saint-Louis, cela fait un bon bout de temps qu'il n'y a pas eu de cas positifs puisque tous les cas qui étaient en traitement au niveau de l'hôpital régional de Saint-Louis ont été déclarés guéris et sont retournés auprès des siens. Il faudra également retenir qu'il y a une peur bleue des populations juste au lendemain de la Korité parce que justement, durant les préparatifs de cette fête musulmane, on a vu que les populations avaient pris d'assaut les marchés de la ville de Saint-Louis sans respecter les mesures barrières et cela fait craindre le pire au lendemain de cette fête. C'est la raison pour laquelle les populations en tout cas redoublent d'efforts par rapport aux précautions à prendre et surtout par rapport aux mesures barrières. Hassan, par rapport à la reprise des cours au niveau des établissements dans la capitale du Nord, il faudra retenir que le chef de l'exécutif régional en compagnie de l'inspecteur d'académie
académies, des collectivités territoriales et des chefs d'établissement ont tenu une réunion préparatoire, une réunion au cours de laquelle il a été question d'évaluer en tout cas les besoins en termes de masques, de gel hydroalcoolique, de lave-mains, de tout ce dont en tout cas l'école aura besoin pour assurer une reprise sécurisée des cours. Le diagnostic a été fait. On attend justement le 2 pour voir comment va se passer cette reprise des enseignements-apprentissages au niveau des écoles. Merci beaucoup Alice. Donc à Saint-Louis c'est moins chaud. On vous a compris et on ne s'en lasse pas. La répétition peut être pédagogique. On va suivre la mise à jour quotidienne du docteur Aloïse du ministère de la Santé dans son point quotidien. Lundi 25 mai 2020, sur 1091 tests réalisés, 83 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,6%. Les cas positifs sont répartis ainsi. 79 contacts suivis par nos services, 4 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Scat Urbam 1, Cité Apexi 1, Rufisque 1 et Thiès 1. 59 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 15 cas graves sont pris en charge dans nos structures de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. La maladie ne dort donc pas, la démocratie non plus n'est pas en veilleuse et elle s'exprime en Afrique. Dans ce contexte, même si on est habitué aux contestations, les élections sont souvent émaillées donc de contestations par rapport aux histoires de tricherie. Le Burundi s'est donné un nouveau président de la République, c'est Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir qui a gagné l'élection présidentielle avec plus de 68% des voix. L'opposition, on vous l'a dit, a dénoncé ce qu'elle appelle les magouilles. Soir après ce journal à 20h30 vous propose un documentaire en cette journée internationale consacrée au continent, à l'Afrique, avec One 2.0, la nouvelle Afrique, ensemble unis. Ensemble, nous sommes One, à suivre à 20h30 donc sur notre chaîne. On vous en propose peut-être un extrait, non? Voilà, on n'a pas l'extrait. Merci beaucoup au réalisateur et à toute son équipe. Ce journal est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente soirée avec la compagnie d'ITV, la chaîne de l'information certifiée. Bonsoir.